Peut-être que l'affaire Sarkozy ne vous intéresse pas, mais elle vous concerne quand même. Et on va essayer d'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Un ancien président de la République, condamné à 5 ans de prison ferme, c'est du jamais vu en France dans l'histoire récente. De quoi créer une véritable tornade politique et médiatique. À peine sorti du tribunal, cette image de Carla Bruni qui arrache la bonnette du micro de Mediapart fait le tour des réseaux. Vous voyez une injustice ? Puis, les mots de l'ancien chef de l'État qui réagit d'une rage froide à sa condamnation. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. La haine n'a donc décidément aucune limite. Le début d'une offensive médiatique sans précédent contre la justice, accusée ici par Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a une phrase très juste. Ce n'est pas lui qui a été humilié, c'est la France qui a été humiliée. Et en effet, on peut questionner l'état de droit. Vous pourrez demain aller en prison, sans preuve, mais pour une intention. C'est une sorte de coup d'état judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Et contre Mediapart. Le média est devenu l'ennemi numéro 1 ces derniers jours. Tout est bon pour décrédibiliser les journalistes à l'origine de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. L'attaque est digne du Trumpisme aux États-Unis. Grand soutien à Nicolas Sarkozy qui était un excellent président, qui est un homme droit, qui est un homme digne. Elle ne concerne plus uniquement les médias d'extrême droite, mais aussi des médias considérés comme plus centristes, qui vont eux aussi participer à cette tentative massive de décrédibilisation de la justice et de réhabilitation d'un homme politique pourtant multi-condamné. Le résultat est sans appel. En plus de la profusion de fausses informations, le débat médiatique et politique n'a pas du tout tourné autour du fond du procès, au grand désarroi de ceux qui ont pourtant documenté cette affaire en détail. On a Nicolas Sarkozy qui veut faire croire qu'il est une victime dans cette histoire. Pardon, mais il y a des vraies victimes dans cette histoire qui ont été reconnues par le tribunal. Ce sont les familles de victimes de l'attentat contre le DC-10 d'UTA. C'est 170 morts, c'est plus que le Bataclan. Ces personnes qui, elles, ont suivi au jour le jour le procès. Alors plus que jamais, il nous a paru indispensable de faire le point sur cette séquence, qui va bien au-delà de la seule personne de Nicolas Sarkozy, et qui pourrait bien être un véritable test démocratique. Nous allons revenir sur les faits, rien que les faits. Que risque réellement Nicolas Sarkozy? Va-t-il aller en prison? Combien de temps? Quels sont ses recours? Concernant l'affaire en elle-même, de quoi les détracteurs de la justice parlent-ils? Pourquoi disent-ils que Mediapart a produit de faux documents? Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné? Exactement. Enfin, il nous semble essentiel, comme toujours à Blast, de tenter de prendre du recul. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi l'affaire Sarkozy marque un tournant démocratique. Quelles pourraient être les conséquences sur la société tout entière de ces attaques répétées à l'endroit de la justice? Et d'ailleurs, quelles sont les positions des principaux responsables politiques? N'est-il pas étonnant, par exemple, de voir Marine Le Pen soutenir becs et ongles Nicolas Sarkozy? C'est à toutes ces questions que l'on va répondre aujourd'hui dans cette émission pour Blast. Avant toute chose, revenons sur la décision judiciaire en elle-même et sur les aspects juridiques un peu compliqués mais nécessaires pour comprendre exactement quel va être le destin de l'ancien chef de l'État. Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy. Peine principale, 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire et mandat de dépôt à effet différé. Ce qui veut dire en gros qu'il sera incarcéré même s'il fait appel. L'infraction retenue est l'association de malfaiteurs liée au dossier du financement libyen présumé de 2007. Il a en revanche été relaxé des chefs de corruption passive et de financement illégal de campagne. Des peines complémentaires ont été prononcées, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ses avocats ont annoncé un appel, mais celui-ci n'empêche pas le début d'exécution de la peine. Alors une fois qu'on a dit tout ça, Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison? La réponse est non. L'ancien président devrait être détenu dans un quartier dédié, comme il en existe à la prison de la Santé à Paris, en raison de son statut d'ancien chef d'État. Il aura droit au même nombre de parloirs et d'appels téléphoniques que les autres détenus, mais il ne partagera pas sa cellule. Est-ce que Nicolas Sarkozy a encore des recours? La réponse est oui.
il n'est pas dit qu'il fasse 5 ans de prison. Il peut encore sortir juste après son emprisonnement. Une fois détenu, il va pouvoir déposer une demande de libération conditionnelle, possible sans seuil minimal de détention puisqu'il a plus de 70 ans, mais uniquement si le juge de l'application des peines estime que sa réinsertion est garantie. À défaut, il pourrait bénéficier de permissions de sortir ponctuelles pour motifs familiaux ou professionnels, ou encore d'une suspension de peine pour raison médicale si son état de santé est jugé incompatible avec la détention. C'est ce qui s'était passé avec Patrick Balkany par exemple. Autrement dit, il ne peut pas éviter son entrée en prison, mais plusieurs voies juridiques existent pour réduire ou aménager la durée de son incarcération. Alors qu'est-ce qu'il va se passer là, concrètement? La prochaine échéance est d'abord celle du 13 octobre. À ce moment-là, l'ancien président sera convoqué devant un magistrat du parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération. On lui communiquera alors la date, l'heure et le lieu où il sera incarcéré. Selon la loi, Nicolas Sarkozy aura maximum 1 mois avant d'être incarcéré à partir de cette date. Donc logiquement, il devrait être en prison avant le 13 novembre. Selon l'article 148 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'examen de sa demande devra se faire dans un délai de 2 mois. Donc il aura 2 mois maximum à partir du moment où il fait sa demande, probablement le jour même, pour dire s'il reste en prison ou non. Et là, il est carrément possible qu'il sorte et qu'il soit chez lui en attendant la procédure en appel, puisque oui, il a bien fait appel. Alors quand sera ce jugement en appel qui pourrait annuler carrément les 5 ans de prison ferme? Théoriquement, dans 4 mois maximum selon la loi, donc le 25 janvier 2026 maximum. En parallèle de l'affaire libyenne, il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy doit encore affronter les ultimes développements du dossier Big Malion. Le 8 octobre, la Cour de cassation examinera son pourvoi. Dans cette procédure, l'ancien chef de l'État a aussi été condamné à 1 an de prison cette fois-ci, dont 6 mois fermes aménageables. Concrètement, si la condamnation est confirmée, il devra déposer une demande d'aménagement de peine, comme le bracelet électronique, la libération conditionnelle, etc., dans les semaines ou les mois à venir, une démarche qui interviendra en même temps que la gestion de sa condamnation dans l'affaire libyenne. Alors pourquoi réalisons-nous cette vidéo? Car le degré de fake news dans l'espace médiatique et politique a, disons-le, rarement atteint ce niveau dans l'histoire récente. Sitôt la peine prononcée, nous avons entendu absolument tout et n'importe quoi, et pas uniquement dans les médias conservateurs. Il est condamné à nouveau sur quelque chose d'imaginaire. Mediapart, évidemment, puisque c'est ce média qui a révélé cette pseudo-affaire libyenne. Avec des prises de position parfois inattendues. En tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas. Je comprends pas cette justice. Et cela continue au moment où nous tournons cette vidéo. Voilà la une du JDD, partagée par Nicolas Sarkozy lui-même. À l'intérieur, un entretien fleuve où il déroule sa défense sans contradiction. Pour comprendre le niveau, je pense qu'il suffit d'écouter le directeur du journal. Nicolas Sarkozy a été très chaleureux. Il a tout de suite dit « je me bats pas pour moi ». J'irai en prison s'ils veulent que j'aille en prison. On lui a posé une question, mais vous vous rendez compte, la prison c'est quand même quelque chose de terrible. C'est pas grave. Je vais visiter des enfants qui sont atteints du cancer dans une semaine. Je connais des gens qui ont des maladies. Moi, ce qui m'arrive, c'est pas grave. Cette manière de dézoomer par rapport à son problème à lui, alors que nous on venait pour ça, et de dire par contre il s'est passé des choses sur le plan de l'état de droit et du droit très graves, et je vais vous expliquer lesquelles. Sur BFM TV, comme dans de très nombreux médias, on relaie cette phrase. La présidente du tribunal ayant condamné Nicolas Sarkozy avait participé à une manifestation contre lui. Le principe est clair. Il faut répandre à tout prix l'idée que cette décision de justice est injuste, biaisée, partiale, motivée par des griefs personnels, bref, à l'opposé d'une réelle décision de justice. Sauf que par exemple, ce que se garde bien de préciser ici BFM TV, c'est que la juge en question avait manifesté en 2011 aux côtés de toute sa profession, qui manifestait non pas contre Nicolas Sarkozy lui-même, mais contre la réforme de la justice menée par son gouvernement à l'époque, et contre ses propos anti-juges dans les médias. De plus, rappelons qu'il est parfaitement légal pour un magistrat d'avoir des engagements syndicaux. BFM TV, toujours, ou encore Europe 1, relaie aussi cette info, une vingtaine de pétitions circulent
circulent pour demander l'acquittement de l'ancien chef de l'État. Toutes les pétitions dénoncent bien sûr là aussi une justice partiale. Et tout cela ne sort pas de nulle part. Dans la bouche des politiques de droite, d'extrême droite, parfois même du centre, mais aussi dans bon nombre de médias, la technique argumentative est rodée. Les arguments pour défendre Nicolas Sarkozy sont les mêmes à peu près partout. Retenez-les bien, ce sont quasiment toujours les mêmes lignes qui sont utilisées. Premièrement, son âge. Il a 70 ans. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans. Rappelons que l'âge est une donnée qui est prise en compte par la justice. C'est précisément son âge qui fait que Nicolas Sarkozy a par exemple pu se débarrasser de son bracelet électronique. Car rappelez-vous, dans la 3e affaire où il a été condamné par la justice, et ce de manière définitive, l'affaire dite des écoutes, il n'avait porté son bracelet que quelques mois après son admission en libération conditionnelle, liée à son âge, justement. Deuxième argument, le fait que ce soit un ex-président, et donc que ce serait très choquant qu'il soit justiciable comme les autres. Pour cet argument, on vous laissera apprécier vous-même. Sur le plan humain, c'est terrifiant, quoi. Un ancien président de la République qui va se retrouver dans une cellule de 10 mètres carrés, seul, 22 heures sur 24, avec 1 heure de promenade, je crois, par jour. Vous imaginez. Pour la dignité de notre pays, la dignité de la fonction, un tel acharnement n'a pas de sens. C'est vrai que ça a été un sacré choc parce qu'en effet, le nom d'un ancien président de la République, très respecté d'ailleurs, a été associé à celui du mot malfaiteur. Troisièmement, les défenseurs de Nicolas Sarkozy ont beaucoup mis en avant le fait qu'il ne s'est pas enrichi personnellement. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve de délit, aucune trace d'enrichissement personnel et pourtant, la décision a été prise par les magistrats de l'envoyer en prison pour 5 ans. Alors certes, mais ce n'est pas ce dont il était accusé. Ce n'est pas le sujet. Depuis le début, il est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne avec de l'argent d'un dictateur, pour lui-même devenir président, en contournant la loi française dans les règles de la campagne. Personne n'a jamais dit qu'il avait construit une piscine avec de l'argent libyen. Quatrième argument, et pas des moindres, Mediapart aurait produit un faux document. Quand Mediapart sort des documents, même s'ils se révèlent faux, tout le monde trouve ça merveilleux. Mediapart joue un rôle extrêmement nocif, toxique aujourd'hui dans la presse française. Oui. Mediapart, c'est une officine de propagande, d'une cruauté et d'une violence inouïe. Cet argument, il est important à analyser parce qu'on l'a entendu absolument partout. Les magistrats ont effectivement écarté la note Coussa, publiée par Mediapart en 2012 et qui est à l'origine de l'affaire. Selon le tribunal, aucun élément n'a permis de corroborer le contenu de la note, qui apparaissait déjà fragile. Il apparaît désormais que le plus probable est que ce document soit un faux. Comme nous l'avons écrit dans le compte-rendu du procès à Blast, cela relève de l'appréciation personnelle, prudente, de 3 juges qui, n'étant pas certains de l'authenticité d'un document accablant, préfèrent l'écarter. Ceci étant, ce qui peut apparaître à certains pour un excès de prudence permet ensuite de placer assez haut la barre de l'authenticité et des fondements du jugement. Le tribunal a considéré qu'il ne peut être tenu compte des informations contenues dans ces articles ou ouvrages que si elles sont corroborées par d'autres éléments recueillis en procédure, ne souhaitant fonder sa motivation que sur des éléments exempts de toute partialité, vérifiables et incontestables. En ce qui concerne ce même document de Mediapart, il faut aussi souligner que la justice, après plusieurs années d'enquête et à 3 reprises jusqu'en cassation, a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un faux. La justice française a dit que ce document n'était pas un faux. Pendant 4 ans, la justice a enquêté sur ce document à la demande de Nicolas Sarkozy. Nous avons été relaxés de faux et usage de faux en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, comme Brice Hortefeux, ont dû verser de l'argent à Mediapart à cause de leur plainte dont ils ont été déboutés. Alors pourquoi cette déclaration du tribunal? Voici les explications de Fabrice Arfi. Ça fait des années que Mediapart dit qu'il y a probablement une erreur dans le document, une erreur de date. Pourquoi? Parce que Kadhafi, quand il est arrivé au pouvoir, c'était un fou de la Révolution française. Il a voulu faire son thermidor, c'est-à-dire son calendrier révolutionnaire. Entre 69 et 2007, il a fait changer 4 fois de calendrier, rendant complètement folle son administration, qui, quand il fallait convertir en calendrier chrétien les dates du calendrier imposé par Kadhafi, faisait souvent des erreurs dans la datation concernant les événements qui sont décrits dans les documents officiels. Mais une erreur dans un document, ça n'en fait pas un faux. C'est pour ça que ce sentiment de la présidente qui dit probablement faux, elle ne l'adosse qu'à une chose, à cette erreur de date. Sauf que c'est définitivement jugé. Quiconque dit que ce document est faux va à l'encontre de ce qu'on appelle en droit français l'autorité de la chose jugée. C'est si vrai
que Nicolas Sarkozy a dû nous verser de l'argent quand il a perdu. J'ai toujours à mon bureau copie du chèque de Nicolas Sarkozy, la copie du chèque de Brice Hortefeux parce qu'il a été définitivement débouté, argent que je n'ai pas encaissé. 5e argument, la justice serait idéologisée, partiale, ce serait une vengeance des juges. Ça pose la question de l'idéologie des juges. On a l'impression d'un coup d'état des juges, finalement des juges qui essayent de supplanter les politiques. C'est quand même ce que fait la justice aujourd'hui, aller très loin. La volonté de vengeance, pardonnez-moi, mais elle est affichée. Et ce dernier argument mérite un chapitre entier de notre émission. Alors, comment fait-on pour savoir qui dit vrai? Comment réagir face à cette offensive médiatique et politique assez inédite contre la justice? Eh bien, en vérifiant les faits, tout simplement. Pour les plus motivés, Blast a publié sur son site les 380 pages de ce jugement. Brut, sans commentaire. Il s'agit de la copie de travail des magistrats. Elle a été remise aux avocats à la suite du prononcé du jugement et plusieurs médias y ont eu accès, dont Blast. L'affaire Sarkozy-Libye concerne des soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi. Une information judiciaire a été ouverte en 2013 par des juges d'instruction français et Nicolas Sarkozy a été mis en examen en 2018 pour corruption passive, financement illégal de campagne et recel de détournement de fonds publics libyens. Les enquêteurs se sont appuyés sur des témoignages d'anciens dignitaires libyens, des notes de services de renseignement et des flux financiers suspects. Le procès s'est tenu de janvier à juin 2025. Les accusations portaient sur la réception supposée de plusieurs millions d'euros en liquide entre 2006 et 2007 pour financer sa campagne. Nicolas Sarkozy a toujours nié, dénonçant un complot et des témoignages qu'il jugeait peu crédible. Le 25 septembre 2025, il a été donc condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Ses avocats ont donc annoncé qu'il ferait appel et il reste donc présumé innocent. Pour comprendre l'affaire dans son intégralité avec beaucoup plus de détails, on vous conseille vivement le visionnage de ce documentaire réalisé par Yannick Kergoat. Contrairement à ce qui a pu être dit, il s'agit avant tout d'un film assez sobre qui aligne les faits les uns après les autres sans rien omettre et qui ne vous dit pas quoi penser particulièrement. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent? Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo Blast, où l'on revient en détail pendant 1 heure sur cette affaire. Il y a aussi celle-ci qui explique le déroulé du procès, ou encore cette vidéo de Mediapart qui décrypte la défense de Sarkozy à sa sortie de prison. Il y a 380 pages de jugement. Une chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il n'y a pas de preuves et que les juges auraient juste condamné comme ça, sans raison, comme cela a été impliqué sur de nombreux plateaux de télévision. Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire et ancienne présidente du syndicat de la magistrature, qui est reçue par BFM TV, l'explique très bien. On vous laissera au passage apprécier le titre de l'émission qui dit beaucoup de la manière dont le débat est cadré. Je me situe pas sur le plan des sentiments, du bien et du mal. Si vous voulez, le débat n'est pas là. Le débat, il est sur effectivement l'état de droit, la culpabilité et la peine. Et notamment l'association de malfaiteurs. Alors, on peut discuter éternellement de « il n'y a pas de preuves ». Oui, il est vrai. Dans les infractions financières, ce sont des infractions dissimulées, occultes, et on n'a pas une facture de monsieur Kadhafi donnant 5 ou 50 millions d'euros à monsieur Sarkozy. Mais il y a une preuve qui s'est construite tout au long de l'instruction, tout au long du procès. Et cette preuve, c'est notamment tout un faisceau, si vous voulez, de preuves matérielles, des témoignages, de gens tout à fait proches du régime libyen, des carnets de l'ancien ministre du pétrole qui sont totalement considérés comme vrais, écrits en expliquant qu'il y a eu à peu près 6 millions d'euros donnés. Il y a eu des relevés d'identité bancaire de monsieur Guéant, de monsieur Hortefeux qui ont été retrouvés chez des intermédiaires libyens. On peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Enfin, revenons sur l'exécution provisoire qui fait tant parler. En gros,
Comme nous l'avons expliqué au début de cette émission, même si Nicolas Sarkozy fait appel, il fera de la prison, quoi qu'il arrive. Et ça a été décrit comme très injuste, jusque dans la bouche de l'ancien Premier ministre. François Bayrou a en effet déclaré « Si on adopte la généralisation du principe de l'exécution provisoire, cela veut dire qu'il n'y a plus d'appel possible », venant ainsi se ranger aux côtés de toute la droite et l'extrême droite. Seulement faut-il le rappeler, ce qu'il subit aujourd'hui, c'est en partie le résultat de la politique qu'il a lui-même menée. Cette portée symbolique, elle s'explique aussi par le discours qu'il a porté en tant que ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Il faut le rappeler, c'était quand même le tenant du discours sécuritaire qui aujourd'hui domine à la fois le débat public et qui a influencé notre droit pénal, son évolution en tous les cas. Et c'est monsieur Tolérance Zéro, c'est monsieur Peine Plancher, c'est celui aussi qui a fustigé la justice laxiste. Au lieu de l'assumer pleinement, a préféré, il faut aussi le rappeler, en sortant du tribunal, il a eu un discours assez agressif, à nouveau, vis-à-vis, y compris de la justice. L'exécution provisoire, c'est un débat en soi. Un débat que l'on est en droit de mener collectivement. Ceux qui se positionnent contre le fait de faire de la prison avant même un procès en appel ont des arguments tout à fait recevables. Et on ne répondra pas à cette question aujourd'hui. Ce que l'on peut noter en revanche, c'est que ceux qui aujourd'hui défendent le plus ardemment l'ancien chef de l'État sont très souvent les mêmes personnes qui ont défendu ces mêmes exécutions provisoires lorsqu'elles concernaient par exemple des personnes plus précaires. En l'état, cette exécution provisoire est parfaitement légale et régulièrement appliquée. Il n'y a absolument rien d'inhabituel, si ce n'est qu'elle s'applique à un ancien chef d'État. Donc si on résume, les juges ont respecté la loi, et il est faux de dire qu'il n'y a pas de preuves dans ce dossier. Mais alors pourquoi assistons-nous à ce brouhaha médiatico-politique et où cela nous mène-t-il ? Tout ce que je viens d'énumérer plus tôt a mené à des menaces inouïes à l'encontre des juges qui ont condamné Nicolas Sarkozy, en particulier la présidente du tribunal. Mais ce sont des menaces de mort, très clairement, des menaces de violence, et des menaces de s'en prendre, au fond, physiquement à notre collègue qui a présidé l'audience. Donc on a voulu alerter parce que la situation est évidemment grave, elle est dangereuse pour notre collègue. Et puis, il y a des précédents. Alors, des précédents, les magistrats sont menacés habituellement par le crime organisé, par la grande délinquance, qui cible les magistrats qui sont en première ligne pour lutter contre ce haut du spectre de la criminalité. Ce qui est plus récent, ce sont les magistrats menacés dans les affaires touchant des personnalités politiques. Ça a été le cas dans l'affaire des assistants du Rassemblement national, c'est le cas aujourd'hui. Et ce qu'on craint, c'est qu'au fond, la justice ne puisse plus passer de façon sereine. Ce dimanche, le président de la République a dû prendre la parole pour condamner ces attaques faites contre les magistrats. Mais ce niveau de pression effectué sur les magistrats doit évidemment nous alerter. Et c'est pour cette raison que je vous disais au tout début de cette vidéo que cette séquence nous concerne toutes et tous. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est grave. C'est une véritable dérive dans notre démocratie. Concevez qu'une magistrate qui a statué dans une collégialité, 3 magistrats, à l'issue des débats dont tout le monde a salué la qualité, même les avocats de Nicolas Sarkozy, et qu'après un délibéré qui a été rendu minutieusement avec un jugement de 400 pages et où j'ai le document de travail, à cette issue, eh bien aujourd'hui, cette magistrate fait l'objet de menaces de mort. On a dit qu'une décision de justice était une atteinte à l'état de droit. Non, ce qui est une atteinte à l'état de droit, ce sont des menaces contre les juges. C'est inacceptable et ça devrait être un électrochoc dans notre pays. Comment les juges vont-ils réagir au prochain procès ? Celui de Marine Le Pen, par exemple, ou de Nicolas Sarkozy en appel, s'ils savent qu'une décision défavorable aux prévenus peut les amener à être sous protection policière pour avoir simplement fait leur travail. Et ça, le Rassemblement national l'a bien compris. Les représentants du parti se sont jetés sur cette actualité pour enfoncer le clou, apporter un soutien inconditionnel à Nicolas Sarkozy et décrédibiliser la justice un maximum avant le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. Rappelez-vous, elle avait utilisé exactement la même rhétorique que Nicolas Sarkozy, mais aussi la même rhétorique que Donald Trump. On avait consacré une très longue émission à cette affaire. L'extrême droite était en ordre de bataille pour saper la crédibilité de la justice. Est-ce qu'on respecte la présomption d'innocence dans notre pays, puisque voilà, on va avoir une personne présumée innocente en prison, et par là, est-ce qu'il n'y a pas une atteinte à l'état de droit ? Dans cette affaire, il y a moi quelque chose qui me
qui me dérange. Une sorte de mécanique qui donne un sentiment de déjà-vu, d'ailleurs, par le passé, sur l'affaire Fillon, sur l'affaire de Marine Le Pen, bien que les affaires n'aient strictement rien à voir sur le fond. Hein. C'est une espèce de mécanique qui voit une sorte d'association de malfaisants entre Mediapart, le Parti national financier, et un certain nombre de magistrats engagés politiquement. Ça cause des dommages irréparables. Quand vous privez Marine Le Pen de pouvoir être candidate à l'élection présidentielle, c'est pour ça que je vous disais qu'il vaudrait mieux que ce soit avant la présidentielle. Évidemment, ça cause un dommage irréparable. C'est pour ça que je vous disais qu'il vaudrait mieux que ce soit avant la présidentielle. Ben oui, le plus tôt sera le mieux. Mais pareil pour Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, innocente, ne représente aucun danger pour la société. Nicolas Sarkozy ne représente aucun danger pour la société. Et on voit bien que là, on est dans une forme de vendetta judiciaire contre l'opposition qui n'a rien à voir, avec la justice. Et c'est bien ça qu'il faut retenir politiquement. Cette séquence, c'était l'occasion de faire accepter au grand public la remise en cause de la justice. Pas d'une décision de justice. Pas de cette décision de justice en particulier. Non, de la justice en général. L'émancipation est allée trop loin. Et maintenant, la justice des juges est un État dans l'État. C'est cette casse que je considère comme néfaste pour la démocratie. Et une réflexion collective devait être menée pour que la justice en France rentre dans son lit. Et entendre des propos pareils, c'est inhabituel dans un état de droit. Ça aurait été impensable, à vrai dire, il y a quelque temps. Ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, après le rendu du délibéré, est proprement insupportable et inadmissible. À qui la faute ? Ça a été rappelé, permettez-moi quand même de le souligner, ça a été rappelé par le président de la République, ça a été rappelé par le garde des Sceaux, ça a été rappelé par le Conseil supérieur de la magistrature. On est en train de marcher sur la tête. Quand on vient critiquer avec violence et menaces de mort un tribunal, c'est l'état de droit qui est menacé. Et souvenons-nous, l'état de droit, c'est le socle de la démocratie. La démocratie est en danger aujourd'hui ? Oui. Oui, dès lors que l'on s'en prend de façon aussi véhémente, aussi violente à la justice. Que l'on ne soit pas d'accord avec une décision, c'est arrivé combien de fois dans le passé, et ça arrivera encore. Les décisions sont critiquables, c'est le débat public, on est là pour s'en parler. Mais dès lors qu'on franchit ce pas, là, on va trop loin. Deuxième élément qui doit nous interpeller, la manière dont a été traité Mediapart. Si la justice a évidemment été mise sous pression, ce média a aussi subi un nombre incalculable d'attaques, y compris judiciaire. Et d'ailleurs, c'est bien le micro de Mediapart que Carla Bruni prend pour cible en sortant du tribunal. Un geste pas si anodin pour la journaliste Pauline Bock qui écrit dans Arrêt sur image « Il y a dans ce simple geste et surtout dans ce sourire poli, presque indifférent, un mépris gigantesque. Le dédain de Carla Bruni-Sarkozy n'a pas besoin de mots. Via Mediapart, c'est toute l'indépendance de la presse que piétine l'ancienne première dame. C'est un crachat au visage de la liberté de la presse, mais un crachat chic, voyez-vous. La journaliste explique que tout ça est le symptôme d'une dérive plus large, sur laquelle une grande partie des médias a préféré fermer les yeux lorsqu'ils n'y participaient pas directement. En effet, on peut constater que les attaques sont de plus en plus féroces et violentes envers les journalistes qui enquêtent. Et ces attaques viennent parfois aussi d'autres médias. La mise en cause de confrères qui n'ont pas été pris en flagrant délit de mensonge depuis plus d'une décennie d'enquête sur cette affaire pose de vraies questions de protection de la parole journalistique par certains journalistes eux-mêmes. D'ailleurs, on sent que Fabrice Arfi commençait à être fatigué de la manière dont le débat public a été cadré. Dans cette séquence, au lendemain de la condamnation, dans la matinale de France Inter, le journaliste qui est à l'origine de l'affaire y exprime sa stupéfaction. Mais je suis sidéré par le climat de conversation publique et médiatique autour du jugement. C'est-à-dire qu'on a quand même un homme, un ancien président, si on parle de Nicolas Sarkozy, qui a été condamné désormais 3 fois, dont une fois définitivement pour corruption, une autre fois dans l'affaire Big Malion, ça c'est le financement de sa campagne de 2012 en première instance et en appel pour financement illégal de campagne, et qui vient d'être condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire gigantesque des financements libyens. Et la question qu'on se pose, c'est s'il y a un problème des juges avec la politique. On pourrait peut-être se demander si Nicolas Sarkozy n'a pas un problème, lui, avec le code pénal. Et tout le succès de cette offensive médiatique et politique, c'est bien celui-ci. Au lieu de décrire l'affaire, au lieu de parler de ses conséquences, du problème de la probité en politique, quasiment l'intégralité de la séquence médiatique a tourné autour de cette question. S'agissait-il d'une vengeance individuelle de quelques juges ou non ?
Rappelons-le, la dérive antidémocratique est celle-ci. Réussir à imposer la confusion. C'était toute la stratégie de Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump qui avait assumé sa stratégie médiatique pour faire gagner l'extrême droite aux États-Unis, flood the zone with shit, inonder la zone de merde. Est-ce que les juges étaient biaisés? Au fond, la plupart des gens n'en savent rien. Les défenseurs de Nicolas Sarkozy n'ont pas réussi à imposer leur narratif à tout le monde. Beaucoup de Français se disent que ça commence quand même à faire beaucoup de passages devant les tribunaux pour cet ancien président. En revanche, les pourfendeurs de la décision ont obtenu une victoire immense, celle d'avoir réussi à cadrer le débat sur des aspects anecdotiques, voire absurde, et d'avoir jeté le doute sur la justice. Les juges, ils ne jugent pas des politiques, ils jugent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit. Il se trouve que ces personnes sont parfois des politiques, et c'est souvent le cas. Ils se trouvent dans la délinquance en col blanc et les atteintes à la probité qui concernent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux, ce genre de délit. Eh bien, quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire à croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre, vraiment sur l'autel des affaires qui trumpien. Mais bien sûr, c'est trumpien. Nous avons produit cette émission aujourd'hui pour cette raison. Même si l'affaire Sarkozy ne vous passionne pas, elle vous concerne quand même. Parce que son traitement marque un tournant majeur dans l'irruption de fake news sur une décision de justice. Sur l'inconséquence de bon nombre de journalistes qui ne semblent pas s'être interrogés une seconde sur l'effet de leur cadrage. À la fin, peu importe ce qu'il se passe pour l'ancien président. Au fond, c'est même pas le sujet. Cet épisode laissera des traces sur la manière dont les juges sont désormais mis sous pression, sur la porosité des responsables politiques jadis centristes à cette pression. Et c'est la deuxième fois après l'affaire Le Pen qu'on atteint ce niveau de pression récemment. Que des politiques s'allient, aussi nombreux et nombreuses, pour défendre une idée. Les politiques ne devraient pas être justiciables au même titre que les autres. Et cette idée, elle est fondatrice de tout régime autoritaire ou fasciste qui se respecte. C'est la fin de cette émission, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Cette semaine, mes collègues de Rhinocéros reviendront plus en profondeur sur la question du traitement médiatique et j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos interrogations. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, c'est précisément ça qui nous permet de traiter l'information différemment. Et vous l'aurez compris, il est plus que nécessaire de soutenir le journalisme indépendant. Donc si vous le pouvez, likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous ou soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt. Moi je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3.